Livrior vous présente La Sainte Folie du Couple, une conférence de Paul Salomon. L'amour est une sainte folie. C'est sur cette phrase merveilleuse du Cantique des Cantiques que je me suis appuyée pour ce titre, La Sainte Folie du Couple. En effet, aujourd'hui, le couple a un projet d'amour et nous allons voir que ce projet d'amour est relativement récent, car longtemps, le couple a plutôt été une histoire d'associés. Je considère que le couple est saint parce qu'il transporte le projet le plus initiatique qui soit, celui du complémentaire entre le masculin et le féminin. On peut voir qu'en fait, à l'occasion de la rencontre, un homme et une femme vont se donner mutuellement l'occasion d'accéder à cette partie secrète et mystérieuse d'eux-mêmes, le visage de l'homme intérieur pour la femme et le visage de la femme intérieure pour l'homme. Ce visage est une sorte de puzzle que nous constituons tout au cours de notre vie. Peu d'êtres ont conscience de cet enjeu capital et pourtant il est toujours là, même sous une forme inconsciente. Tout se passe comme si chacun d'entre nous n'aspirait qu'à une chose, devenir plus complet, plus parfait, plus droit, plus centré et plus heureux, l'un allant avec l'autre. Et chaque rencontre d'un homme et d'une femme contient cette promesse, mais la promesse est souvent avortée. Au lieu de mettre en route un programme d'échange, au lieu de se féconder, chacun va se cristalliser dans son identité de départ. Moi, un homme, moi, une femme. Et une fois de plus, l'humanité va se diviser en deux moitiés qui vont se regarder dans l'exclusion sans aucune chance de se comprendre et de se rencontrer vraiment. En somme, la défiance va l'emporter sur la confiance. Et le couple est fou parce qu'il hérite de handicaps qui le rendent impossible, infernal. Les bases sur lesquelles il repose le conduisent tout droit à la guerre d'amour. En effet, le couple est né avec le patriarcat. Le couple est né avec la nécessité pour un homme de s'approprier un ventre de femme et d'être un père. Ce combat, en somme, entre l'homme et la femme, a commencé en même temps que leur association. On pourrait situer ce combat à peu près il y a 4000 ans environ. La liberté sexuelle de la femme qui auparavant se conduisait librement a été à ce moment-là jugulée. L'homme est devenu son maître, on pourrait même dire parfois son tyran, en échange de la protection et de la sécurité. On peut tout de suite voir que le jeu de la conscience, lui, est de s'exprimer dans la liberté, et notamment dans la liberté du désir. Et on peut comprendre que le mariage et la conscience n'ont pas les mêmes besoins. Le mariage est une association d'intérêts réciproques. Il se situe du côté de l'avoir, pendant que la conscience cherche l'être. On a des enfants, on a une maison, on a un héritage. Le couple et le mariage, en ce sens, sont des aliénations au niveau de l'être. La sainte folie du couple est justement plus que jamais aujourd'hui de ne pas se contenter d'avoir, mais de vouloir incarner l'amour. Jusqu'où le couple peut-il incarner l'amour? Nous avons bien vu qu'au départ, ce n'était pas le projet du couple, l'amour. Il s'agissait de servir l'institution sociale, de permettre une stabilité autour de l'éducation des enfants,
de créer une cellule entre le petit je et le grand nous, de préserver, de rassurer, de favoriser les liens du sang. Mais dans notre temps d'émergence individuelle, les liens de la rencontre sont plus forts que les liens du sang. Et je crois que cela, c'est un renversement dont nous n'avons pas encore entièrement pris conscience. Nous avons à nous poser la question suivante. Avons-nous les codes pour vivre l'amour dans la durée? En effet, il me semble que nous ne connaissons, nous ne chantons que des flamboiements d'amour fou et fusionnel. Avez-vous remarqué que le couple n'intéresse personne dès qu'il s'installe dans la durée? Il est soupçonné de coucouner, de pantoufler s'il dure paisiblement, donc il n'est pas intéressant. Deux personnes auraient trouvé en somme le moyen de s'économiser à deux, et ils seraient des retraités de l'amour. S'ils vivent de façon orageuse, conflictuelle, on sait bien qu'ils finiront par se séparer. Alors, que reste-t-il donc qui ne soit ni folie destructrice, ni fade accommodement l'un à l'autre? L'amour est une sainte folie. Sainte parce qu'elle nous fait vibrer au plus près de l'être. À l'occasion de toi, je suis réconciliée avec moi-même. Ce que je vois dans tes yeux de moi me plaît, me rend vivante. Folie, parce que j'ai envie d'être toi. J'ai envie de tout voir par tes yeux. J'ai envie de m'oublier moi-même. Comment faire pour être moi et être toi par instant? Comment entrer et sortir? Comment me sécuriser dans cet amour que j'ai de toi et comment me sécuriser sans t'enfermer? L'apprentissage de l'amour se fait par la traversée des niveaux de relation, de la petite survie à la grande survie, du besoin au bien-être. Et nous sommes toujours tentés de passer par les pôles extrêmes, et bien heureusement, la voie du milieu tente toujours de nous rattraper. Plus nous sommes évolués, plus le tour de spirale est souple et non douloureux. Mais tout se passe comme si nous avions sans cesse à faire et à refaire le parcours pour user notre violence, notre intolérance et notre incapacité à aimer. Il m'a semblé qu'il y avait 7 étapes qui se présentaient à notre compréhension et que nous pouvons en user de ces 7 étapes comme les lames du tarot pour mieux nous situer et continuer d'avancer. Le couple fusionnel donne la main au couple éveillé comme la déesse mère dans la femme solaire donnait la main à cette femme solaire. Ils s'enrichissent mutuellement, ils rebondissent mutuellement, mais le couple fusionnel est la graine, alors que le couple éveillé est le fruit. Remarquons aussi que le fruit va à nouveau donner naissance à la graine. C'est une histoire éternelle, sauf que les cercles sont de plus en plus courts, de plus en plus hauts, et conduisent à une spiritualisation croissante de l'être jusqu'à se réduire en un point. C'est la spirale de l'évolution. Pour comprendre comment réussir un couple, nous avons besoin d'accepter l'idée de cette spirale d'évolution. Que sur un cercle, il y aura 7 étapes, que nous repasserons encore et encore dans ces 7 étapes, que nous userons notre violence dans ces 7 étapes, et que le cercle sera de plus en plus court, que le cercle sera de plus en plus aisé à parcourir. Pour réussir un couple aujourd'hui, nous avons besoin d'accepter d'évoluer et d'accepter d'apprendre à aimer. Est-il donc possible d'apprendre à aimer?
Nous avons d'abord à prendre conscience que notre éducation a une grande lacune. J'ai appris à recevoir l'amour de ma mère. J'ai donc appris dès l'enfance à exister parce que quelqu'un m'aimait. Et toute ma vie, je vais avoir besoin de ce pôle-là, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'êtres m'aiment pour me sentir exister. J'ai appris aussi à donner de l'amour et des soins aux autres. J'ai appris ce second pôle, je t'aime, donc j'existe. En général, nous ne savons que cela. L'amour pour nous se résume à ce tu m'aimes et à ce je t'aime. Certains êtres sont plutôt réfugiés dans le je t'aime. Ce sont ceux qui se dévouent, ce sont ceux qui se sacrifient. Ce sont ceux qui penchent vers les autres, ce sont ceux qui démissionnent de leurs envies, de leurs besoins, au profit des besoins de l'autre. On cite souvent le cas des femmes à ce niveau-là, car il est vrai que le pôle féminin a été beaucoup conduit à se mettre au service de l'homme et des enfants. Et puis, d'autres aussi ont vraiment besoin que quelqu'un soit à leur côté pour les conforter dans leurs valeurs, dans leur existence. Les deux pôles que je vais évoquer maintenant sont les deux pôles qui sont le moins connus et qui pourtant devraient exister pour que nous puissions être des êtres qui se tiennent droit dans l'amour. Sans doute que la plus grande difficulté pour chacun d'entre nous, c'est que dans notre civilisation, nous n'avons pas appris à nous aimer. Je n'ai pas appris à m'aimer. Je n'ai pas appris à comprendre que c'est en m'aimant que je peux le mieux exister. Et souvent, donc, je vais m'engager dans la relation pour trouver quelqu'un qui va tenir ce pôle à ma place. En somme, je ne vais pas m'aimer et c'est quelqu'un d'autre qui, en m'aimant, me permettra de me supporter. Ça, bien entendu, ça va constituer une sorte de béquille et le couple va boiter dans ce sens. En général, d'ailleurs, ce sont les deux personnes qui boitent chacune de leur côté et qui demandent à l'autre de les conforter dans l'amour d'eux-mêmes. Je propose donc tout de suite de bien se situer à ce niveau-là, de bien comprendre que pour vivre à deux, nous avons beaucoup besoin de réapprendre à nous aimer chacun à notre niveau, à être chacun pour nous-mêmes, donc c'est ce bon compagnon. Je n'ai pas appris non plus un quatrième pôle fondamental et plus spirituel, je suis amour. Ce pôle-là, il s'apprend dans la nature, il s'apprend dans les églises, mais il s'apprend de moins en moins. Je suis amour, c'est une redécouverte souvent dans certains séminaires, et pourtant c'est quelque chose de fondamental. C'est une circulation de sève à l'intérieur de son corps, et c'est aussi la capacité d'avoir de l'amour pour tout ce qui est vivant, en somme de se sentir relié. Rappelons-nous à quel point le vrai sens du mot religieux en nous est relié. Donc, d'après ce que nous venons de voir, le plus grand handicap vient du mauvais amour de soi. Et la plupart des êtres entrent dans une relation pour colmater cette brèche béante. Je ne m'aime pas, je ne me supporte pas, je ne suis jamais en équilibre dans ma solitude. La grande saga du couple me sollicite dans cette folie, car c'est une rencontre toujours renouvelée de deux mystères, ton intensité qui me fait vibrer, mon intensité qui t'électrise. Par toi, j'apprends toujours davantage à aimer en t'aimant. L'intimité m'apprivoise. Je peux entrer et sortir de la fusion. Je m'abandonne toujours davantage. Je m'ouvre toujours davantage aux sensations. Et c'est là qu'est le piège de ma folie, car je peux renoncer à moi-même pour faire deux. Pour entrer dans la sainteté du couple, je vais avoir besoin d'apprendre une nouvelle arithmétique. Une nouvelle arithmétique qui serait non plus 1 et 1 faisant 2 et cherchant à faire 1, mais toi et moi faisant 4. Et par toi aussi, mon 1 va devenir 2. Tu n'es plus la béquille de mon manque, à ce moment-là, tu es mon compagnon de jeu pour amplifier le bonheur d'exister. C'est bien quand tu n'es pas là, et tellement bien aussi quand tu es là.
avec toi et sans toi, d'un pôle à l'autre, apprendre à être bien seul et à être bien avec la personne aimée. Avoir conscience d'être accroché quelque part, de toute façon, à chaque instant, à un pan de la robe du divin, avec un soleil vivant à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, pour qu'un couple s'engage à la fois dans la durée et le bonheur, il a besoin d'apprendre 3 choses. Comment sortir de la fusion archaïque avec la mère? Et cette fusion me semble encore trop sous-estimée, même par les psychologues. Comment sortir du modèle collectif du dominant-dominé et de la prise de pouvoir de l'un sur l'autre? Enfin, comment ne pas tourner en rond dans le conflit? 3 demandes sont sous-jacentes aux besoins d'évolution de chacun. Accepter son ombre, grandir et équilibrer l'ombre et la lumière en soi. Trouver son sexe complémentaire et équilibrer en soi le masculin, le féminin. 3e, augmenter sa sensibilité au vibratoire, à la délicatesse intérieure, à l'ouverture de l'être, réinventer un art d'aimer. 2 croyances sont à transformer. La conscience collective actuelle semble ne croire qu'à la rencontre amoureuse et pas au couple dans la durée. Nous avons besoin de croire, de ressentir que couple et amour peuvent aller ensemble, de le croire et de se donner les moyens de le créer. La conscience collective propose le mythe de la complémentarité et de l'âme sœur. Nous avons besoin de comprendre qu'un couple est composé de 2 vivants à part entière et non de 2 moitiés de quelque chose. Vous savez le terme ma douce moitié. Le couple est constitué de 2 personnes qui vivent d'abord une histoire de complémentaire dans l'attraction amoureuse, mais progressivement, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils passent à une histoire de double inversé, masculin-féminin ou féminin-masculin. Il faut bien se rendre compte que l'amour dans le complémentaire a ce risque majeur, c'est qu'il est menacé, menaçant, blessé, blessant. Il s'établit dans le manque, dans la tension, dans le désir. C'est la guerre d'amour. Je te désire et je te dévore. L'amour dans le double est pacifique, autonome. Le désir n'est pas vécu dans la même violence, ni dans la même illusion. Nous allons ensemble faire le parcours qui va nous emmener du couple archaïque au couple évolué. Le couple archaïque, on peut considérer aussi que c'est le couple amoureux. Le couple amoureux et le couple que nous avons formé avec maman nous renvoie au fusionnel idyllique en nous. Attardons-nous un peu sur cet état qui a quelque chose de paradisiaque, de transitoire et d'inconscient. Remarquez bien que dans la terminologie commune, nous disons « la femme tombe enceinte et nous tombons amoureux ». Que veut dire par là le langage courant? S'agit-il de moments où nous régressons? En tout cas, il s'agit de 2 moments clés dans la survie de l'espèce, avec une intensité biologique tout à fait particulière. C'est aussi un temps d'espoir, d'euphorie, fait de conscience et d'inconscience. La meilleure comparaison est celle de la graine. La graine contient tout en elle, mais pourtant, elle n'est pas encore la plante. De même, l'état amoureux fait connaître à l'être un état d'intensité et de présence qui atteint parfois l'unité, et en ce sens, il s'agit d'un état à caractéristiques spirituelles, un état hors du temps, un état de réconciliation avec l'existence. Tout paraît plus léger, plus facile, plus harmonieux. La vie est regardée par son côté positif, lumineux. L'autre et les autres sont aussi regardés par leur côté positif.
Le regard amoureux découpe dans le paysage ce qui lui plaît, retient les odeurs, les sons, les goûts, les touchés. Tous les sens sont plus présents. C'est un état de grâce que l'attention peut prolonger, cultiver, mais qui se dissout pourtant progressivement. Lorsque nous sommes amoureux, nous sautons allègrement par-dessus le fossé des sexes qui représente pourtant pour nos inconscients une sorte d'énigme. Et nous pouvons dire et voir que les fragiles constructions du désir vont ainsi se construire par-dessus ce mystère abyssal qui existe entre le masculin et le féminin. L'autre, le grand autre, c'est le complément privilégié, un peu le sauveur. Comme nous nous complétons, comme nous allons bien ensemble. Ah, tu es la femme de mes rêves. Oh, tu dépasses mes rêves les plus fous. Je ne peux pas vivre sans toi. Et nous avons l'impression que l'autre ne peut pas mesurer ce qu'il éveille, ce qu'il permet comme résonance, tout cet espace de foi qui fait rayonner la vie en son centre. Je suis soulevée du grand désir de toi, qui est aussi le grand désir de moi. Pour quelques instants de réconciliation intérieure et de présence à l'instant, pour quelques instants de contact avec mon essence reliée, je suis prête à beaucoup de choses. Le désir est une totale réalité et une surprenante illusion. Plus cet autre me demeure inatteignable, mystérieux, insaisissable, plus mon désir reste levé, tendu, vivant. Et si cet autre me devient décodable, prévisible, transparent, aliéné, prisonnier, mon désir va s'effriter. Autrement dit, j'ai besoin que l'autre reste un vivant mystère pour continuer de trouver en lui le miroir de ma propre quête d'âme. Pourtant, je fais tout pour qu'il me rassure et qu'il s'aliène, pour qu'il réponde à mon besoin de sécurité affective. Et tel est bien dès le départ le paradoxe du couple construit sur le paradoxe du désir. Comment être désirant, désirable, sans être enfermant, enfermé. On pourrait dire encore que dans la rencontre amoureuse, la tension entre les deux pôles du connu et de l'inconnu, de la dépendance et de l'indépendance, de la vulnérabilité et de l'invulnérabilité, de l'ouvert et du fermé, se maintient tout en faisant éclore un troisième terme, celle d'une acceptation inconditionnelle de l'autre, d'un partage, d'une unité d'action. Le plaisir d'être ensemble et de former une unité marie les goûts et les territoires. Nous ne faisons qu'un. C'est une illusion et un apprentissage magique de courte durée, trop courte durée. Nous n'avons pas le temps de l'intégrer. La deuxième étape du couple se profile, amenée par l'un ou l'autre ou par l'arrivée d'un enfant. Chacun va reprendre la circonférence de son individualité, de ses besoins, de ses activités, de ses affirmations, avec ce que cela comporte de heurts et de désenchantements. Tu n'es pas celui ou celle que je croyais. Les deux cercles de vie qui tournaient l'un sur l'autre vont maintenant prendre de la distance et la peur de l'autre, la peur de la différence, va se réintroduire subrepticement. Malgré cette évolution vers le deuxième stade, la fascination, la nostalgie du fusionnel va persister, mais en arrière-fond. Toute notre conception collective de l'amour est baignée de fusionnel. Aimer, c'est s'oublier, s'anéantir, se perdre dans l'autre ou dans le nous. L'idéal du nous est supposé donner un sens à la vie. La solitude est vaincue, etc., etc. Et combien de couples ne vont pas survivre à la perte de cet idéal, à l'incapacité de garder les deux pôles du je et du nous. Après s'être basculés dans le nous, ils vont se basculer dans le je en oubliant le nous. Certaines personnes vont ainsi de couple en couple
parce que la sortie du fusionnel signe pour eux la fin de l'amour. On pourrait voir qu'en réalité, tout commence à ce moment-là. L'amour est une aventure qui se construit avec la traversée de différents obstacles. Ceux qui cherchent l'amour absolu du « je suis toi » ne découvrent souvent que la violence de la blessure et la blessure de l'abandon parce que l'autre va commencer à étouffer. L'une de mes grandes surprises dans le travail de séminaire, c'est de découvrir à quel point beaucoup de personnes sont encore identifiées à leur mère sans le savoir, dépendent de son affection et de ses jugements. Peut-être n'avons-nous jamais pensé, jamais osé détacher son cercle de vie d'une autre. Je voudrais là poser quelques éléments de réflexion, mais sans beaucoup les développer. Dans l'archaïsme de notre préhistoire, nous héritons d'un temps où les femmes étaient toutes puissantes et magiques en tant que mères. La notion de divinité était féminine. Nous avions, sur toute la terre, des grandes déesses mères qui fascinaient les hommes. Peu conscients de leur rôle dans la fécondation, les hommes étaient au service de la déesse et de la femme. D'une certaine manière, ils étaient tous des fils amants sur lesquels le féminin avait droit de vie et de mort. Les femmes étaient libres sexuellement, les enfants portaient le nom de leur mère, et le couple tel que nous l'entendons n'existait pas. Les rencontres avaient lieu librement, et aussi dans les temples, sous le signe de l'union sacrée, faite de la fertilité. Ce qui veut dire aussi sur le plan énergétique que le sexe et le haut du crâne étaient reliés sans que le lien du cœur soit constitué. Les gens ne se rencontraient pas pour les liens du cœur. Les liens du cœur sont une acquisition plus tardive et remarquons tout de suite que cette acquisition s'est faite au détriment de la jonction entre le sexe et le divin. Nous avons eu une civilisation de la mère, sexe, tête, une civilisation du père avec le développement du cœur, un cœur un peu crucifié, mais un cœur quand même, et il me semble que nous cherchons à passer à une civilisation du père et de la mère, de l'homme et de la femme, et à refaire la jonction sexe, cœur, tête. C'est bien ces coupures-là qui nous handicapent encore aujourd'hui dans la recherche de l'amour à travers la formation du couple. Et, en particulier, la mère continue à rejouer pour nous un scénario de toute puissance. Quand nous sommes petits, elle est pour nous une grande déesse, mais nous méconnaissons ce pouvoir. Nous sommes bercés par un discours lénifiant sur la bonne mère, et ce discours lénifiant ne nous autorise pas à mesurer l'emprise qui se joue sur nous et la difficulté que nous aurons à constituer notre liberté en tant qu'être. Aucune mère n'est éduquée à se laisser traverser par ses enfants. Aucun adolescent n'est éduqué à prendre conscience de l'aspect d'ombre, de l'aspect mauvaise mère qu'il a enregistré au cours de ses années d'enfance et qui n'a pas forcément à voir avec ce qu'est sa mère réelle. Remarquons bien que nous n'avons toujours qu'une idée de notre mère et non pas la vérité sur notre mère. Et cet enfant que nous avons tous été, a refoulé sa haine sans pouvoir la dire tout au long de sa vie. Et elle ne va pas cesser de lui sauter au visage et d'alimenter des projections sur les autres, et notamment sur cet autre très proche, sur cet autre qui va être notre compagnon ou notre compagne. Cet archétype de la puissance de la mère s'est englouti avec le patriarcat, et il me semble qu'il n'est pas encore réapparu en pleine lumière. C'est Marie-Louise von Franz, cette remarquable collaboratrice de Jung, qui disait « L'aspect sombre de la déesse antique n'a pas fait encore sa réapparition dans notre civilisation ». Eh bien,
je suis tout à fait de cet avis. Et je pourrais remarquer aussi que le patriarcat est tout entier une immense entreprise de réaction contre la mère, que cette forme de civilisation n'est pas encore une affirmation heureuse proprement dite. Jusqu'à présent, la loi du père et la loi de la mère ont cohabité souterrainement, et l'exclusion de la loi de la mère n'a jamais été qu'apparente. Il n'y a jamais eu non plus de véritable alliance entre la loi du père et la loi de la mère. La mère s'est soumise, mais elle n'a jamais renié sa propre loi. Sa puissance est restée engloutie, mais toujours là, tapie, prête à ressurgir. Or, le couple a été bâti sur cette terrible dissymétrie, sur cette terrible poudrière d'une guerre souterraine entre la loi de la mère et la loi du père. En termes de valeurs, cela s'est traduit aussi par une prédominance des valeurs masculines de conquête au détriment des valeurs féminines de l'aide, de l'éros. Aujourd'hui, chaque être humain est dans un déséquilibre à l'intérieur de lui. Il a enregistré plus de masculin que de féminin, et il met presque toujours le féminin en lui au service du masculin. Hommes ou femmes, nous sommes tous aujourd'hui handicapés par un fusionnel plus ou moins inconscient, une aliénation infantile à la mère, un déséquilibre en nous du masculin et du féminin, et souvent un combat entre ces deux lois en nous, la loi du père et la loi de la mère, combat qui devient celui du rationnel et de l'intuition, du cerveau droit et du cerveau gauche. Le père et le rationnel ont tenté de dominer la mère et l'intuition. La mère et l'intuition se sont engloutis dans l'inconscient en attendant leur heure. Toute soumission n'est ainsi que transitoire et fomente à plus ou moins long terme une révolte. Toute prise de pouvoir comporte une tyrannie potentielle en réponse à cette révolte. L'heure de la revanche arrive toujours et le dominant devient dominé à son tour par l'attraction irrésistible de vivre tous les possibles. Mais au milieu de tout cela, il y a beaucoup de souffrance parce que la révolte est souvent conflictuelle, bloquée et qu'elle accumule de la violence. Ni la soumission, ni la révolte, ni la domination ne sont des choses mauvaises en elles-mêmes quand elles sont transitoires, mais quand elles se prolongent, elles sont les nourritures mêmes de la guerre. Et aujourd'hui, le deuxième stade du couple que nous avons vu, c'est-à-dire ce stade dans lequel les deux personnes cessent d'être fusionnelles et se différencient, eh bien, il est tributaire de ce stade de guerre des sexes, il est tributaire de ce stade patriarcal. Et souvent, nous allons reproduire un schéma bien connu, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps dans le couple, l'un va tenter de dominer l'autre. Alors, dans le schéma patriarcal, c'est l'homme qui va dominer la femme et disons qu'en tout cas, ce schéma-là est facilité par la chose suivante, c'est qu'une femme qui a un enfant, 2 enfants, va souvent s'arrêter de travailler, va devenir dépendante financièrement, et à ce moment-là, ce schéma héréditaire, en quelque sorte, va s'installer très très facilement. Mais on peut remarquer tout de suite que un autre schéma est en cours d'installation dans nos sociétés. C'est le schéma dans lequel la femme va dominer l'homme, mais elle va dominer l'homme avec son masculin. En somme, une fille aujourd'hui de 20 ans peut très bien avoir pris le modèle de son existence, non pas sur le féminin, non pas sur la mère, mais sur le père. Elle peut très bien être une fille du père, et ce qui compte pour elle, c'est moins de trouver un mari que d'avoir une très très bonne situation. Donc elle va développer en elle beaucoup de masculin, et par contre, même si elle a une apparence ultra féminine, en apparence très sexuée d'une façon féminine, il se peut qu'elle ait des difficultés à descendre dans son féminin intérieur, et ça, elle va le retrouver plus tard, vers 40 ans, vers 50 ans. Et cette femme-là, très souvent, va être attirée par un homme qui, lui, va être un homme qui a beaucoup de féminin en lui, qui va être ce qu'on pourrait appeler un fils de la mère, parce que dans le couple parental, il va plutôt avoir choisi la mère comme modèle. Eh bien,
Évidemment, ce couple-là, femme avec beaucoup de masculin et de caractéristiques dominantes, homme avec beaucoup de féminin et de caractéristiques dominées, vont refaire aussi un dominant-dominé qui va lui aussi déboucher sur du conflictuel. Donc on voit qu'à ce stade, il y a deux possibilités de jouer et rejouer encore le vieux jeu dominant-dominé dans la relation. Ce vieux jeu dominant-dominé, qui est à l'œuvre partout dans notre société, bien entendu, dans les bureaux, et avec les chefs et les sous-chefs, c'est le grand obstacle, en tout cas, à une relation d'amour, et c'est le grand obstacle à une relation heureuse et pacifique, parce qu'elle va engendrer des frustrations, elle va engendrer de la révolte latente ou ouverte et de la violence. Vous le savez bien, cette relation est pourtant à l'œuvre aujourd'hui encore partout sur la planète et dans tous les domaines d'activité. Son arme souterraine la plus efficace, c'est la culpabilité judéo-chrétienne et son corollaire, la peur d'être dans le péché, la peur d'incarner le mal. Si nous regardons en nous les ex-enfants que nous sommes, nous pouvons remarquer que nous avons tous appris à obéir sous une contrainte justement dominante et moralisatrice. Tous les ex-enfants que nous sommes se sont sentis coupables d'avoir envie de désobéir, de se sentir écartelés entre la demande des adultes et les sensations qui venaient de l'intérieur d'eux. Tous les ex-enfants ont appris à se sentir divisés intérieurement. Certains se sont conformés, les adultes ont raison et j'ai tort, d'autres se sont révoltés intérieurement, j'ai raison et les adultes ont tort, les plus rares n'en ont fait qu'à leur tête. Ce sont eux d'ailleurs, remarquons-le au passage, qui font les grands artistes et les marginaux. Et ils ont souvent eu à payer cher en pulsion de destruction cette entorse à la loi dominante. Ce serait un autre sujet. Traditionnellement, cependant, le petit garçon va être incité à la dominance, à l'affirmation, alors que la femme va plutôt être éduquée pour servir et pour plaire. Notons aussi que le jeune homme arrive dans la relation avec le désir de rencontrer une femme qui ne l'enferme surtout pas comme maman, et que la petite fille veut un homme qui la rassure sur sa capacité à être aimée, car papa était souvent un astre lointain et préoccupé qui ne l'a guère rassuré sur sa séduction. Donc, dès le second stade du couple, elle va commencer à douter de son amour et il va commencer à douter de la possibilité de rester libre. Elle veut m'enfermer. Chacun va tenter de prendre pouvoir sur l'autre. Traditionnellement toujours, l'homme affirme ses goûts, la femme se coule dans son moule pour être aimée. Aujourd'hui pourtant, c'est la femme qui peut d'entrée de jeu prendre le pouvoir sur l'homme, comme on l'a vu, puisque les identités masculines et féminines sont en pleine recomposition. Ce second stade du couple comporte un terrible piège. La prise de pouvoir sur l'autre va introduire tous les jeux de la culpabilisation. Remarquons bien que couple, c'est aussi l'anagramme culpe. D'autant que le troisième stade, celui de la révolte du dominé, va suivre aussi inexorablement. Autrefois, les femmes se soumettaient longtemps en silence. Mais aujourd'hui, les choses vont de plus en plus vite. Personne ne supporte d'être jugé, étiqueté, contrôlé, accusé, censuré dans ses actes. Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, où as-tu été, qu'as-tu dépensé? Et pourtant, chacun arrive dans le couple avec une structure parent-enfant qui se joue de la façon suivante. Je désire que par amour, tu prennes soin de l'enfant que je suis. Je désire que par amour, tu te soumettes aux parents que je suis aussi, car je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Cette ingérence mutuelle
fait le lit de toutes les aliénations. Elle engendre un conflit qui fait une boucle à l'infini, un 8 à l'infini. Mon aspect parent critique blesse en toi l'enfant coupable et révolté, et ton aspect parent critique blesse à son tour mon enfant coupable et révolté. C'est ainsi que deux amoureux deviennent des associés qui s'exploitent l'un l'autre, puis deux ennemis irréductibles. Il faut remarquer à quel point chacun combat moins l'autre que sa propre ombre. Et ça, c'est très important. En effet, la morale dualiste nous culpabilise sur le mal et nous valorise sur le bien. Chacun a donc tendance à endosser volontiers le costume du bien et à refuser le costume du mal, ou plutôt à le faire porter par quelqu'un d'autre. Le compagnon ou la compagne devient vite le support idéal de ces projections d'éjection. J'ai forgé un mot pour ça, projection d'éjection. Je suis la personne qui respecte tous ses engagements et tu es la personne qui ne respecte pas les siens. J'ai raison et tu as tort. C'est ainsi que je combats chez toi avec âpreté, précisément tout ce que je ne reconnais pas chez moi. Je t'accuse de cette partie d'ombre que je n'accepte pas comme étant mienne et qui pourtant doit bien me concerner puisque je veux tellement que tu changes. C'est pour ton bien. Tous les hommes sont comme ci et toutes les femmes sont comme ça. À ce stade, l'opposition masculin-féminin est à son maximum. Je suis le bien, l'autre est le mal, le masculin est le bien, le féminin est le mal, ou inversement. Je ne peux me poser qu'en m'opposant. Si je suis masculin, le féminin me menace. C'est ce qui s'est passé pendant 4000 ans de patriarcat et de justification théologique des grandes religions monothéistes. L'extraordinaire simplicité du processus n'a pas pour autant permis la lucidité. Les hommes et les femmes se sont enfermés et sont toujours tentés par un réflexe de peur, de survie, d'affirmation et de conquête. Nous en arrivons donc à ce couple conflictuel, à ce couple infernal, enfermé dans le cercle vicieux, le 8 du blessé-blessant. Je te blesse parce que je suis blessé, tu me blesses parce que je te blesse, j'ai raison et tu as tort. Je ne t'écoute pas, j'affûte mes propres arguments, je prépare ma réponse pendant que tu parles. C'est toi le mal et c'est moi le bien. Le combat qui se livre souterrainement est celui de qui sera le blanc et qui sera le noir. L'absurdité du combat consiste pour moi à vouloir te faire porter ce que je ne reconnais pas en moi. En te combattant, sans le savoir, je combats ma propre ombre. Je ne te reproche jamais que quelque chose qui me concerne très étroitement. Mais comment arrêter le conflit ? Eh bien, pour pouvoir arrêter un conflit, il faut commencer à préférer la relation au fait d'avoir raison. Mettons que tu m'accuses d'être égoïste. Je vais te confirmer, c'est-à-dire je vais répéter ce que tu viens de dire, ce qui me laisse le temps d'intégrer une proposition souvent douloureuse pour l'image que j'ai de moi. Bon. Je comprends que pour toi, je suis égoïste. Ce pour toi me permet de me différencier de toi, me permet de comprendre que ce n'est pas forcément la vérité, mais que, en tout cas, c'est ce que tu vis de moi. Remarquons bien que beaucoup de personnes ont souvent appris à confirmer. Mais voilà la manière dont ils confirment. Je comprends que pour toi, je suis égoïste, mais... Et dès que ce mais arrive, vous pouvez vous dire que l'entreprise de conciliation échoue. Car il y a vraiment quelque chose de plus à entreprendre pour arrêter le conflit.
Pour arrêter le conflit, je vais devoir faire une véritable prise de conscience, une véritable mise en question de moi-même. Car chaque accusation venue de l'autre, au lieu d'être considérée par moi comme une attaque, eh bien, elle peut être considérée par moi comme une occasion d'intégrer une identité que j'ai toujours refusée. Et là, il y a un retournement de conscience. Car j'ai besoin de savoir et de comprendre en profondeur que la libération de l'être consiste à intégrer le plus possible d'identités. Même les moins flatteuses, je répète, toute libération de l'être consiste à intégrer le plus possible d'identités, à savoir le méchant, le voleur, le menteur, le malade. Toutes ces identités font partie de mon humanité. Et je suis toujours un peu méchante, un peu voleuse, un peu menteuse. Je veux dire, je ne suis jamais si blanche. Et tant que j'ai peur de ces identités d'ombre, je vais trouver des personnes à qui faire porter ces costumes en les désignant de manière critique et négative. Je vais aussi trouver des gens qui vont me les renvoyer à moi aussi. Tous les conflits reposent sur le refus de l'ombre. Et en fait, quand quelqu'un m'attaque, je pourrais voir qu'il me demande, sans me le dire, bien sûr, apparemment, mais il me demande en fait si je veux bien partager un peu d'ombre. Donc, si je peux accepter cette ombre qu'il me propose, si je peux lui dire « Oui, pour toi je suis égoïste, et il se peut que tu aies raison, j'ai besoin de m'interroger là-dessus, j'ai besoin de m'interroger sur mon égoïsme. » Et si c'est un véritable mouvement de conscience, pas un comportemental extérieur, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a quelque chose du conflit qui va pouvoir se désamorcer. Et moi, je peux aussi être quelqu'un qui va apprendre à porter sur les autres et sur moi un regard sans condamnation. En fait, il est bien difficile de vivre avec quelqu'un qui se permet de porter sur vous des identités négatives. Ce que je vais avoir à faire aussi, moi, en premier lieu, c'est à cesser d'être un attaquant, c'est-à-dire à cesser de me juger moi-même négativement et à cesser de poser aussi sur les autres des jugements négatifs, ce qui n'exclut pas de continuer à pouvoir évaluer ce qui se passe autour de moi. Je crois que nous avons beaucoup besoin de distinguer parce que le mot jugement en français porte à la fois la condamnation et l'évaluation. Et je crois qu'il faut bien distinguer entre le fait d'évaluer des choses, d'évaluer des situations, même d'évaluer ce qui est bon pour moi dans un être, et le fait de condamner l'autre, de croire que tout ce que je vois, c'est la vérité sur l'autre. Ce que je viens de souligner apporte des éléments à des outils du conflit. Bien entendu, je ne peux pas ici développer trop longuement tous ces outils du conflit, mais je suis de ceux qui aujourd'hui croient qu'il est possible à des êtres de bonne volonté de pouvoir traverser ce piège de l'ombre et de la lumière qui est au cœur de la problématique du conflit. Donc, si vous êtes parmi ceux qui aujourd'hui êtes entrés dans ce circuit infernal de la relation conflictuelle, eh bien, je ne peux trop vous inviter à trouver un médiateur qui vous aidera à apprendre à faire cesser ce 8 infernal, à, en somme, apporter des mouvements de conscience dans lesquels l'intégration de l'ombre et de la lumière se faisant progressivement en vous, vous cesserez, mais vous cesserez vraiment, et pas seulement dans le couple, mais aussi partout dans la vie, à être des êtres porteurs de conflits. Tous les couples devraient être prévenus de l'écueil constitué par ces 3 premières étapes. La plupart des couples explosent à ce stade du conflit, faute de comprendre les cercles vicieux sur lesquels ils tournent. Au 4e stade, nous arrivons au couple éclairé. À ce moment-là, la conscience prend le relais
et apporte un éclairage sur ces héritages de comportement. Le couple éclairé a foi dans la possibilité de vivre à deux. Il connaît les réponses, il a lu des livres, il s'informe, mais il ne sait pas toujours vivre ce qu'il sait. Il y a une disjonction entre ce qui est prôné intellectuellement et ce qui est vécu. Par exemple, nous pouvons très bien savoir que il est mauvais de fumer et continuer de fumer. Savoir que nous devrions faire de la gymnastique le matin et ne pas en faire, ou même prendre des décisions, commencer à faire de la gymnastique et s'arrêter au bout du 3e jour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a une disjonction entre ce que nous pouvons décider au niveau de notre intelligence logique et ce que nous allons véritablement pouvoir intégrer dans notre vie? Moi, j'attire l'attention, je le fais vite ici, mais j'attire l'attention, en tout cas, sur un dialogue qui peut exister à l'intérieur de chacun d'entre nous entre l'enfant intérieur joueur, et l'adulte, lui, qui a souvent une position très critique et très autoritaire. Et lorsqu'il y a une sorte de combat à l'intérieur de l'être entre cet adulte critique et cet enfant intérieur joueur, eh bien c'est là que se manifeste cette disjonction dont je parle. Donc les personnes qui se sentent concernées à ce niveau-là, qui sentent que ils savent beaucoup de choses mais qui ne savent pas les vivre, eh bien c'est sans doute qu'ils ont un travail à faire sur ce que j'appellerais l'alignement intérieur. Comment instaurer un dialogue suffisamment fécond entre les propositions en nous de cet adulte autoritaire et les plaisirs de cet enfant joueur. Car si jamais vous vous êtes interrogé sur la transformation, peut-être que vous conclurez comme moi que on ne se transforme jamais qu'en passant d'un niveau de plaisir à un autre niveau de plaisir. Ce couple éclairé, c'est aussi celui dans lequel on pourrait s'interroger sur le rôle à l'intérieur de chacun d'entre nous du critique intérieur. Ça, c'est un personnage assez particulier que moi, personnellement, en séminaire, j'aime beaucoup faire parler parce que quand on lui donne la parole, on s'aperçoit souvent qu'il a la voix de la mère ou la voix du père, c'est-à-dire une voix introjectée, et qu'il a des croyances tout à fait particulières, des croyances qui viennent de l'enfance de la personne, et qu'il joue en somme sa propre partie sans tenir compte des autres acquisitions qui ont été faites par l'être au cours de sa vie. Donc là encore, il y a toute une attention à avoir pour que un alignement se fasse entre, je dirais aussi l'enfant magique à l'intérieur de l'être, celui qui est le plus proche de la joie de vivre et de l'amour, et ce terrible critique intérieur qui ne cesse de miner quelqu'un et de lui laisser à entendre qu'il n'est qu'un pauvre type ou qu'une pauvre personne. Ça, c'est donc les allées et venues, les 3 pas en avant, 2 pas en arrière du couple éclairé. Et après ce couple éclairé, il y a la possibilité d'arriver directement au 6e stade, qui est le couple d'androgyne, mais il y a aussi la possibilité d'aller au couple lunaire. Alors, le couple lunaire, lui, c'est un couple dans lequel l'homme a déjà eu le pouvoir, c'est-à-dire qu'il a déjà vécu une situation patriarcale, il a été mis en cause par sa femme. À cause de cela, ce couple a évolué en couple conflictuel qui a consulté, qui a évolué en couple éclairé, et maintenant c'est la femme qui émerge. Cette femme qui s'était longtemps tue, qui était restée à la maison, qui avait élevé les enfants, maintenant travaille, elle dirige son regard vers d'autres horizons, peut-être même a-t-elle rencontré quelqu'un dans sa vie, et cet homme qui lui avait longtemps eu le pouvoir patriarcal se sent très menacé. C'est à la fois une occasion pour lui d'évoluer, et parce que toute sa carapace va fondre, mais donc c'est l'occasion pour lui d'acquérir plus de féminin. C'est une étape d'évolution, mais en même temps c'est très difficile parce qu'il se sent dans une position inversée par rapport à la précédente, c'est-à-dire qu'il se sent dominé. Ils se sont dominés et le couple est en danger, c'est vrai. Et lorsque je vois arriver des couples à ce stade, je ne peux rien prédire vraiment parce qu'il y a autant de couples qui peuvent rester ensemble en traversant bien cette étape que de couples qui peuvent se séparer, car certaines femmes auront du mal, en somme, à pardonner
je dirais à ce stade-là, à pardonner la domination parfois dure qu'a exercé l'homme sur elles pendant les étapes où elles étaient englouties. Et donc, elles ne pourront pas refaire un couple harmonieux avec cet homme et elles chercheront à faire couple avec un autre homme. Ce qu'il faut bien remarquer tout de suite, c'est que dans ma conception des choses, bien sûr, je souhaite que chaque couple puisse rester ensemble le plus longtemps possible, mais peut-être que ce qui est très important pour chacun d'entre nous, c'est de ne pas trop se détruire, de ne pas trop détruire l'autre. Et finalement, comme c'est un apprentissage de vivre en couple, comme c'est un apprentissage de s'aimer soi-même, comme c'est un apprentissage d'aimer l'autre, peut-être que nous aurons besoin, surtout maintenant nous avons 50 ou 60 années devant nous possibles de couple, peut-être nous allons évoluer sur 3 ou 4 couples, et l'important c'est de garder en somme foi dans la capacité d'amour que nous transportons, dans la capacité de respect aussi que nous pouvons développer à l'égard de l'autre et à l'égard de nous-mêmes. À ce stade que j'appelle lunaire parce que c'est la femme dominante qui a le pouvoir dans le couple, eh bien, à ce stade-là, cette femme dominante est souvent un peu froide avec l'homme avec qui elle est, et même avec tous les hommes d'une certaine façon. Elle est en étape de ressurgissement d'elle-même et elle prend un certain plaisir à son épanouissement, ce qui est bien normal, et elle n'a pas encore retrouvé sa dimension de rayonnement au niveau du cœur qui pourrait faire d'elle quelqu'un plus solaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a à la fois du pouvoir et de l'amour. Il faut bien se rendre compte que dans nos étapes, nous avons beaucoup de choses à nous pardonner, c'est-à-dire que dans les étapes, il y a une acquisition en quelque sorte progressive, et dans son premier temps de réémergence, eh bien, la femme peut être assez dure avec un homme. Et d'ailleurs, j'ai aussi eu l'occasion d'aider certains hommes qui étaient dans cette situation, d'être avec une femme qui réémergeait, et eux s'apercevaient qu'ils aimaient terriblement cette femme, ils voulaient sauver leur couple, et ils voulaient changer. Ils étaient très sincères, et ils changeaient véritablement. Et souvent, ces femmes ne parvenaient pas à croire à ce changement. Ce n'était donc pas elles qui allaient bénéficier de ce changement, mais je m'aperçois aussi quand même que de toute façon, une évolution est une évolution, c'est-à-dire que ces hommes, à ce moment-là, vont souffrir, mais ils vont aussi se transformer et acquérir la possibilité, dans un autre couple, d'être de meilleurs compagnons et donc de vivre un couple qui va, là, leur apporter de toute autre satisfaction. Ils ne vont pas recommencer les mêmes erreurs. Quand même, je crois que nous pouvons nous le dire, l'évolution peut être un non-retour en arrière à partir d'un certain niveau de franchissement de difficultés. Aujourd'hui, certains couples se développent sur ces 5 premières étapes que nous venons d'évoluer, parfois en une année, et vont se consolider ensuite vers un couple d'androgynes et vers un couple éveillé, sensitif et animique. Il ne faut pas croire qu'il faut des années pour traverser tous ces stades, même s'ils paraissent complexes, comme ça dans cet énoncé. Il ne faut pas croire non plus que nous les avons traversés une fois pour toutes. En une journée, nous les retraverserons peut-être encore et encore, mais ce qu'il y a, c'est que sur l'image que j'avais donnée dès le début de la spirale, eh bien, nous ne serons plus prisonniers de ces stades. Nous les traverserons, mais cela d'une façon dédramatisée, et nous irons aussi de plus en plus vite. Rien n'interdit que dans une journée, je sois fusionnelle. Rien n'interdit que dans une journée aussi, j'ai à me positionner de manière un peu conflictuelle, mais que je sache très bien traverser ce conflit et que je parvienne aussi à nouveau à accepter la domination de mon compagnon ou au contraire à jouer ma dominance, mais tout en ayant la possibilité aussi de rentrer à nouveau dans véritablement une autre forme d'amour, de respect, chaque fois en ayant cette sorte de distance intérieure qui fait que je peux voir à quel point j'ai besoin d'user toujours progressivement la violence et l'archaïsme qui est en moi, cet archaïsme que je ne traverse pas en une seule fois.
c'est assez merveilleux quand on a cette conscience parce que on se rend compte des progrès que l'on fait. Et c'est vrai que ça conforte une fois que on tourne dans le bon sens, si je peux dire. Eh bien, plus on exerce cette maîtrise sur sa violence et sur son archaïsme, eh bien, plus on a confiance dans cette maîtrise et plus elle se renforce. Donc, ça tourne dans un sens toujours plus positif. Je crois qu'il est temps que nous puissions nous donner le droit d'imaginer ce que ça pourrait être qu'une autre manière de vivre en couple qui ne comporte pas d'ingérence sur l'autre. Peut-on à la fois être solitaire et solidaire, amants et amis, fiancés et mariés, dépendants et indépendants? Peut-on respecter l'autre comme une personne à la fois même et différente, qui ne vit pas pour répondre à mes besoins et à mes attentes, mais pour devenir qui elle est? Chacun peut-il proposer à l'autre cette formule paradoxale et merveilleuse, issue aussi d'une traduction des Cantiques, viens, va vers toi. En somme, viens vers moi et continue d'aller vers toi, continue de devenir qui tu es. Plus je serai moi-même, plus je serai en paix avec moi-même. Plus je serai capable d'aimer véritablement non pas en creux pour colmater mes manques, mais dans le partage de tous mes plus, dans le rebondissement et l'élargissement, plus je pourrai aller jusqu'au bout de moi-même, quel qu'en soit le prix. Cette exigence qui n'était peut-être réservée pendant un certain temps qu'à quelques-uns est une exigence qui est d'ordre spirituel et c'est une exigence qui se généralise. C'est pour ça que moi je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que tous ensemble sur la terre nous sommes en train d'aller, même sans nous en apercevoir, vers une spiritualisation de l'existence. Car personne ne supporte plus de se voir raccourci et rétréci au nom de la famille et du mariage. La dignité de l'individu devient une valeur plus forte que le sacrifice au nom de la famille. L'aliénation d'une personne à une autre aujourd'hui est vécue comme intolérable, irrespirable. Et ceux qui ont vu leurs parents se déchirer ne veulent surtout pas reproduire le même schéma et partent au premier signe d'une mésentente. Le couple d'associés, même vivant comme on dit en bonne intelligence, ne satisfait plus personne. L'amour, c'est la revendication première, comme si chacun pressentait que le sens de la vie passait par l'amour qui réussit à s'incarner, comme si la dimension spirituelle avait trouvé là son refuge authentique. L'amour et le désir. En effet, il s'agit de ne pas abandonner en route le désir sexuel pour ne pas se couper de l'exaltation et peut-être de l'élévation de l'amour. Car le sexe est la porte de l'amour, et l'amour est la porte de la réalisation intérieure. Sexe, amour, lumière. Même ceux qui n'ont jamais réfléchi à cette flèche de développement la poursuivent inconsciemment, opiniâtrement, mettant en scène rencontres, fusions, séparations. Est-il possible de s'engager dans un couple et de ne pas perdre le feu du désir? Il y a des gens qui avancent la date de 4 ans comme fatidique à l'attraction sexuelle des corps, d'autres 7 ans. Quoi qu'il en soit, la conscience collective et la littérature semblent nourrir l'idée que la mort du désir sanctionne toute relation durable. Nous héritons collectivement d'une croyance négative sur le couple en tant que projet d'amour. Et toute la conception de l'amour courtois est basée sur la tension du désir, alimentée par les raffinements de l'absence, de la distance. Mais il y a des distances intérieures et des distances extérieures. Tout le secret est là. Nous le savons bien au creux de nous-mêmes. Il n'est pas impossible de vieillir ensemble dans un amour infini. Ce qui rend possible cette prouesse, encore exceptionnelle, c'est la rencontre de 2 êtres profondément libres, de 2 consciences libres qui ne penchent pas l'une vers l'autre, qui ne vivent pas dans le compromis ou pour faire plaisir à l'autre. 2 consciences,
qui avancent vers le mystère qu'elles sont à elles-mêmes, sont aussi deux personnes qui se rechercheront passionnément toute la vie et qui seront les médiateurs l'une de l'autre dans la quête de l'être. Qu'y a-t-il derrière cet appel parfois aveugle du désir? Chacun ne cherche-t-il pas à rejoindre une partie plus obscure, plus absolue et plus vivante de soi? Une partie non encore atteinte, non réalisée et parfois même reniée. Chaque être n'est-il pas engagé dans cette recherche inconsciente de son noyau le plus tendre et le plus immortel, de son essence? L'autre est le prétexte, le catalyseur de cette rencontre parfois foudroyante de soi à soi. Lorsque pour rassurer mon désir, je tente de t'enfermer, je me condamne à ne plus te désirer. Deux oiseaux attachés ensemble ont bien 4 ailes, mais ils ne peuvent plus voler. Pour nous élever ensemble vers l'amour, nous avons besoin de voler séparément et de rester libres. La difficulté, c'est que rien dans notre éducation ne nous prépare à vivre en tant que conscience libre. En ce sens, nous sommes des handicapés de l'amour. Amour de l'autre et amour de soi. Nous avons été nourris de défiance à l'égard de l'autre sexe. La première qualité du masculin étant toujours de ne pas être du féminin. Nous sommes incarnés dans un monde de coupure, puisque sexe veut dire coupure, et les religions révélées n'ont cessé d'exacerber cette coupure en marquant le sexe au fer rouge. Dans la quête religieuse vers l'unité, on laisse ainsi de côté toute une partie de l'humain et la coupure devient une faille. Tout se passe comme si de siècle en siècle, nous n'avions cessé de prendre au sérieux et au tragique la peur de la différence. L'autre est devenu le grand autre, et par un curieux retournement, cet ennemi extérieur s'est intériorisé. Aujourd'hui, nous l'avons vu avec le critique intérieur, chacun n'a pas de pire ennemi que lui-même, et la tâche la plus urgente pour chacun d'entre nous, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Pour réaliser ce programme, nous avons à reprendre conscience de notre androgyna psychique, à devenir des êtres à la fois masculins et féminins. Dans le jeu des rencontres extérieures, chaque homme est appelé à compléter et à contacter la figure de sa femme intérieure et chaque femme celle de son homme intérieur. Faire vivre cette dimension, c'est commencer à ressentir sa complétude, son autonomie, sa force et sa douceur alliées. La conscience libre est à ce prix. En assumant ces noces intérieures consciemment, ce mariage du masculin et du féminin à l'intérieur de moi, je me donne des outils sans précédent dans la rencontre. Je vais à toi non plus dans ma demande « tu m'aimes donc j'existe » ou « je t'aime donc j'existe ». Je me situe dans un troisième terme. Je m'aime donc j'existe et je découvre l'unité comme quatrième. Je suis amour. Je suis le créateur de l'amour. J'appartiens, je fais partie de la source de l'amour. Partout où je le transporte, je le fais fleurir. L'amour comme s'il en pleuvait, comme disait le chanteur. J'ai traversé la dépendance paradoxale de mon désir qui te voulait dépendant et indépendant à la fois. J'assume cette exigence. Imaginons que nous soyons éduqués à nous sentir responsables de l'amour que nous ressentons. Nous ne serions plus jamais séduits au sens du rapt. Nous écouterions ces appels de parties profondes de nous-mêmes. Nous aurions du respect pour l'insondable du désir, de l'écoute et du respect pour nous-mêmes et pour l'autre. Dans la mesure où nous sommes censés abriter une sorte d'ennemi intérieur, dans la mesure où nous nous méfions d'une partie de nous-mêmes qui serait mauvaise, destructrice ou diabolique, nous ne pouvons pas nous faire confiance, nous ne pouvons pas faire confiance à l'autre.
Dualité toujours, dualité à dépasser, à nettoyer, car elle est un héritage du passé, un garde-fou social, une entreprise gigantesque de mise en esclavage de la conscience libre individuelle au profit d'une cohésion sociale. Il est possible d'expérimenter une autre logique intérieure qui tienne compte de la coexistence de deux pôles à l'intérieur de soi, du masculin et du féminin, du bien et du mal, de l'ombre et de la lumière, avec la préscience d'un troisième terme. La sagesse et le bonheur sont pour tout le monde, mais ils sont du côté du paradoxe. La réconciliation, l'alliance des hommes et des femmes passe par le fait d'assumer ce paradoxe. Sortir de l'identification à un seul pôle, à un seul sexe, approfondir mon incarnation. Explorer ce sexe vivant qui reste mon centre. Si je suis une femme, mon sexe est une chaude présence qui me reconduit à l'intérieur, un feu qui s'érige en lumière. Si je suis un homme, mon sexe me projette à l'extérieur dans l'exploration et la conquête. Mais moi, une femme, je suis aussi phallique, et moi, un homme, je suis aussi vaginal. Sur le plan psychique, nous intervertissons nos pôles. Sur le plan psychique, nous sommes des êtres bisexués. Et plus nous saurons cela, et plus nous serons conscients de cela, plus nous en jouerons, plus nous serons créateurs. Donner et recevoir, aimer et être aimé. L'homme est un amoureux aimé, la femme une amoureuse aimée, et leurs chants se conjuguent. Le Cantique des Cantiques nous disait déjà que l'amour est une incantation, non pas une communication, mais un espoir de communion. Le couple, laboratoire d'évolution et creuset de l'amour, est en train de devenir possible à l'échelle de la conscience collective. Et il est peut-être le seul territoire qui puisse réunir le sacré et le profane dans une troisième voie. Il demande deux apprentissages fondamentaux. D'une part, la sortie de la relation dominant-dominé, et d'autre part, la découverte de la co-création, la rencontre avec la dimension de l'androgyne psychique, chaque être étant composé de masculin et de féminin. Dans l'archaïsme de notre histoire, le couple est relié à la peur, à la violence, à la survie, à l'appropriation d'une femme par un homme. De l'association d'intérêts réciproques est né un contrat, l'homme guerrier protégeant la femme fidèle et l'aidant à élever les enfants. De la proximité est né le lien et cette fleur étrange qu'on appelle l'amour. L'homme et la femme se sont apprivoisés l'un l'autre et continuent toujours de se civiliser l'un l'autre à travers leurs rencontres. L'amour est parfois un bourgeon gelé, une promesse non tenue, rattrapée par les archaïsmes de nos comportements. Mais l'amour est aussi une fleur de civilisation qui continue d'éclore et de révéler ses pétales à nos yeux éblouis.